Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du Tchad et dans les relations franco-africaines. Le 30 janvier 2025, la France a officiellement restitué la base militaire Sergent Hadji Kosseyi à N'Djamena. Après près de 130 ans de présence militaire française, la coopération sécuritaire entre les deux pays prend une toute nouvelle forme. Mahamat Idriss Déby parle de retour à la souveraineté et d'une volonté d'émancipation. Cette rupture est-elle le signe d'un Tchad véritablement indépendant ou s'agit-il d'une manœuvre politique à l'approche des élections ? Ce soir, nous allons explorer les dimensions historiques, politiques et économiques de ce départ des troupes françaises avec nos invités. Cédric Amjeu, ravi de vous retrouver sur le plateau. Bonsoir. Plaisir partagé, merci pour l'invitation. Vous êtes ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique. En face de vous, Makaëlan Gebla, bonsoir. Bonsoir, Rodolphe Keïna. Vous êtes journaliste, défenseur des droits et ancien conseiller à la présidence tchadienne. Tout à fait. Pour aborder ce retrait des troupes françaises, il est bon de revenir sur le contexte historique. Donc, depuis la colonisation, le Tchad a été une base stratégique pour la France, et notamment pour contrôler la région sahélienne et ses ressources. Et cette présence, elle s'est prolongée après les indépendances à travers des accords militaires. Je vous propose justement, pour aller plus loin sur le sujet, de visionner cette chronique signée Dr Simon Diom. On regarde et on revient juste après. Pour comprendre l'actualité tchadienne autour de la fermeture des bases militaires françaises, il faut se référer à la façon dont la France-Afrique était intelligemment structurée. La France-Afrique était structurée autour de 4 piliers. Le pilier cognitif, logé au Sénégal, qui a été le pilier de la construction de l'aliénation culturelle et intellectuelle. Il y a ensuite le pilier géopolitique, logé en Côte d'Ivoire, qui est le pilier qui fait la répression du panafricanisme, qui fait la protection du précaré et qui fait dans l'extension du précaré. Il y a le pilier économique logé au Gabon, où l'entreprise mafieuse Elf a usé de son statut d'entreprise mafieuse pour pomper le fric issu de l'exploitation d'un pétrole à des conditions mafieuses. Il y a enfin le 4e pilier, le pilier du militarisme. Le militarisme français, c'est cette propension pour la France, en tant que puissance coloniale, à créer les relations avec sa colonie ou avec son précaré autour de l'idée qu'elle a le devoir d'intervenir militairement, soit pour assurer la sécurité, soit pour protéger les populations. Donc ce prétexte du militarisme a eu au Tchad un excellent lieu d'implémentation. Pourquoi? Parce que le Tchad est un pays situé aux confins de 3 grandes régions, le Sahel, le Sahara et l'Afrique centrale. Le colonialisme français au Tchad n'a pas pu être rentable du fait, économiquement, le pétrole du Tchad n'était pas rentable. Elf s'en est débarrassé, Shell s'en est débarrassé. Certains Malaisiens, certains Chinois se sont accrochés, tant bien que mal, ils ont exploité le pétrole, mais Elf n'a pas trouvé cela rentable. Donc la colonie a été consacrée au militarisme pour que la France utilise ce territoire qui est stratégique pour justifier des interventions en vue de collecter de l'information, de positionner des hommes qu'elle voulait à des postes stratégiques. N'oublions pas que Hissène Habré a été positionné au pouvoir par l'armée française et que le moment venu, lorsque Hissène Habré a pris ses distances et a voulu affirmer la souveraineté du Tchad, il a été remplacé par Idriss Déby, qui a été porté au pouvoir par des militaires français de l'opération Épervier. Donc le Tchad est un excellent laboratoire de pratique du militarisme français en Afrique. Donc le 28 novembre 2024, lorsque le président Mahamat Idriss Déby, devenu entre-temps maréchal, déclare que c'en est fini avec les bases militaires françaises au Tchad, nous comprenons une chose importante, à savoir que la France-Afrique, qui était un quadrupède à 4 pattes, devient désormais un quadrupède à 3 pattes, puisque la France-Afrique perd le pilier géostratégique et le pilier du militarisme. Mais le même jour, le 28 novembre 2024, la France a également perdu le pilier cognitif, parce que lorsque les nouveaux dirigeants sénégalais ont aussi déclaré le même jour, le 28 novembre 2024,
la fermeture de la base militaire française au Sénégal, cela correspondait aussi à la rupture du contrat historique qui lie le Sénégal à la France en tant que pilier cognitif de l'expérimentation de l'aliénation culturelle et intellectuelle. En résumé, la France-Afrique aujourd'hui est un quadrupède à deux pattes, puisqu'il a perdu la patte du militarisme et la patte du cognitif. Il ne lui reste plus que la patte économique et la patte géopolitique. C'est deux coups de clou sur le cercueil. Le cercueil n'est pas encore totalement fermé, mais la France-Afrique est en train d'agoniser. Et dans l'avenir, il y aura des mutations géopolitiques qui vont encore entraîner la fin des deux autres piliers. Parce qu'en tant qu'organisation mafieuse, la France-Afrique n'a pas vocation à durer. Elle doit s'arrêter tôt ou tard. On l'a entendu, l'image elle est assez claire, cette image du quadrupède qui aurait été amputé d'une patte. Est-ce que vous allez dans le même sens, Makane Ghebla, vous qui avez travaillé notamment au Tchad auprès de la présidence? Tout à fait. Avant de travailler au Tchad, j'étais déjà opposant en exil en France. Et donc, on a décrié depuis longtemps à la France-Afrique ces réseaux mafieux, comme il a dit votre chroniqueur, qui effectivement impose aux dirigeants, impose au peuple africain des dirigeants mal élus, impopulaires, contre la volonté du peuple, dans des conditions antidémocratiques, surtout souvent quand c'est la France-Afrique, c'est qu'elle renverse un régime en place, elle met un autre régime, à l'aide effectivement de ces quatrième piliers qui est le Tchad, donc le pilier militaire. Et le pilier militaire a été dénoncé ici en France par l'association Survie, qui est une organisation très connue. À Dakar, des mouvements panafricains se sont aussi mobilisés, je pense au Forum social sénégalais et donc au Forum social africain, qui se sont mobilisés au plan africain pour dénoncer la France-Afrique. Pour nous, elle a ensanglanté l'Afrique. Elle a été à l'origine, effectivement, de plusieurs massacres des personnes, de disparitions d'opposants. Tout ça montre à juste titre qu'effectivement, la chronique a tout son sens. Maintenant, nous le trouvons, pour ce qui concerne le Tchad, c'est vraiment triste. Le Tchad, c'est un pays, effectivement, qui a répondu à l'appel du général de Gaulle, mais également les Sénégalais et Tchadiens ont participé activement à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une longue tradition historique, un lien historique avec la France. Sauf que, après l'indépendance du Tchad, la France aurait dû penser effectivement à la démocratisation de notre pays. Ça n'a pas été le cas. La France s'était plutôt encoquinée avec des régimes qui, de notre point de vue, des régimes d'exception, c'est-à-dire des régimes à pensée unique, que ce soit sous Tombal, que ce soit sous Maloum, Jean Maloum qui a renversé Tombal, un président qui était arrivé au pouvoir dans des conditions peu démocratiques. Maloum a été effectivement renversé, si on peut le dire, par le général par Hissène Habré dans les années 79. Donc, du coup, après les événements 79, ça a duré 9 mois de conflits armés à l'interne du Tchad. Et donc, il y a une transition qui a été dirigée par M. Lol Mamashoua et par la suite M. Goukouni Medei. Et après Hissène Habré, qui était formé ici en France, à Sciences Po, Paris, il était venu au pouvoir de 90 à 90. Donc, Habré a été renversé par la suite par qui? Par Idriss Déby, qui ne fut autre que son conseiller à la sécurité, mais également conseiller à la défense. Et chef d'état-major, ancien chef d'état-major de Habré. Donc, du coup, ces liens avec la France montrent effectivement que la France n'a pas choisi la voie du peuple, elle n'a pas soutenu les voies démocratiques, les forces progressistes, mais elle a plutôt soutenu des hommes armés. Et donc, pour s'attarder sur le cas effectivement du Tchad, et notamment sur le cas d'Idriss Déby, c'est que depuis 90 à 2021 où il était mort dans des conditions que vous connaissez très bien, plus tragiques parce qu'il a confisqué le pouvoir par les armes, il a refusé toute option d'une alternance démocratique. La France l'a soutenu dès 90 en intervenant militairement pour repousser le Front unique pour le changement, donc un groupe rebelle tchadien qui était arrivé jusqu'à N'Djamena. En 2008, pareil, une coalition d'opposition armée a été renversée. En 2019, intervention militaire. En 2021, toujours la France. Et donc, 2021, où M. Macron aurait dit accepter effectivement une transition civile, il a accepté le choix d'une famille, c'est d'une famille qui puisse. Donc, il a fait le choix de porter au pouvoir M. Mamadou Idriss Déby, qui est issu effectivement de la famille du président Déby. Donc, du coup, pour les Tchadiens en général et pour les observateurs africains en particulier, les liens entre le Tchad et la France, c'est un lien incestueux de mon point de vue, parce qu'en fait, c'est un lien qui n'a pas favorisé l'émergence d'une force démocratique et le soutien
forces progressistes. Un lien incestueux, c'est une expression sur laquelle vous retrouvez la situation du Tchad, Cédric Amjou. Oui, on peut dire que c'est un lien incestueux, surtout qu'on en fait, comme l'a dit mon panéliste et dans le discours, en fait, il y a un fort lien traditionnel entre la France et le Tchad, du point de vue historique. Quand il y a eu le général de Gaulle qui a appelé les soldats tchadiens étaient parmi les premiers, avec d'autres soldats de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on note quand même, c'est que il y a quand même un fond de souveraineté qui émerge, que ce soit dans les pays comme l'a dit, au Sénégal, dans des pays comme le Mali aujourd'hui, le Tchad, parce que aujourd'hui, il y a une fin d'accord militaire qui est acté à la base de N'Djamena. Maintenant, on doit se poser de bonnes questions. C'est que, ok, c'est une fin d'accord militaire, mais à quelle fin et pourquoi et pour quel but et quelle sera la suite? Et je pense que le Tchad doit être maîtresse de son destin. Si c'est passé par une armée souveraine, ok. Mais il faudrait avoir toutes les couches de la société tchadienne avec elle pour pouvoir en fait affronter ce destin. Et je pense que la France s'en rend compte, qu'elle le veut ou pas, mais pas du Tchad, mais la France s'en rend compte que ce lien incestueux avec les pays africains et avec le Tchad en particulier est en train de disparaître, parce qu'il y a un changement de paradigme entre les différents pays africains qui même en Côte d'Ivoire, où chacun donne du temps pour pouvoir dire qu'aujourd'hui on veut être souverain du point de vue militaire et sécuritaire. Vous l'avez dit, Makaïla, un peu plus tôt dans l'émission, les interventions militaires au Tchad, il y en a eu plusieurs. Elles ont été avancées, présentées comme des missions de stabilisation, notamment dans les incursions libyennes dans les années 80. Mais elles ont aussi servi à soutenir des régimes en place, vous l'avez évoqué avec le cas d'Idriss Père. Dans quelle mesure justement ces interventions, elles ont influencé la stabilité politique du pays et le choix de ses dirigeants? Mais justement, le choix de ces dirigeants, d'abord, dans un premier temps, c'est un choix c'est pas un choix démocratique, parce qu'en fait, la France fait le choix d'une seule personne ou bien d'un clan et elle l'impose effectivement à l'ensemble des populations. C'est le cas de M. Déby qui est effectivement parti avec 1500 hommes à partir de la frontière soudanaise. Il a dû renverser Idriss Habré en 90. Et de 90, M. Déby n'a pas organisé une élection libre et transparente. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Paris faisait en sorte que des organisations se font élire, c'est en 2016, en 1996, en 2021 et en 2000, je pense en 2008, 2020, et puis etc. et donc jusqu'en 2021. Et dans ces contextes-là, un opposant très connu, M. Ibnou Moussalé, qui était un démocrate formé en France, a disparu dans des conditions mystérieuses. Hier, on avait commémoré effectivement les 17 ans de la disparition d'Ibnou Moussalé. Et donc, une plainte a été déposée à Paris parce qu'un des fils de M. Ibnou Moussalé est français. La plainte est restée scolarisée devant les tribunaux français, alors que la France, grande démocratie, pays de justice, aurait dû accompagner la famille Ibnou Moussalé pour l'ouverture de cette enquête contre les auteurs de la répression et même de la disparition des Ibnou Moussalé. Donc du coup, de ce point de vue, on peut se dire que la France a choisi la stabilité au profit d'un homme qui est puissamment armé, c'est-à-dire M. Déby a pu former une armée clanique au sud de la France, qui l'a encouragé, parce que votre chroniqueur l'a dit tout à l'heure, c'est l'armée française, à travers ses généraux, à travers la DGSI, qui a propulsé au devant de la scène M. Idriss Déby, mais qui l'a maintenu sans que l'exécutif français, c'est-à-dire l'Élysée, le gouvernement français, les affaires étrangères ne se meuvent ou bien ne créent au scandale. Or, on a l'impression que pendant tout ce temps-là, Paris n'a pas voulu effectivement varier, modifier son approche, soutenir la société civile, soutenir les démocrates et penser à un seul instant qu'il y ait une alternance démocratique au Tchad. Et ce départ alors finalement des troupes armées par la voix de Mahamat Idriss Déby, qu'est-ce que ça renvoie en termes de symbole? Est-ce qu'on vient à un moment de rupture avec ce système mis en place, le système France-africain finalement? Vous soulevez une question pertinente. En fait, tout le monde était pris de vitesse par cette rupture, parce que vous savez très bien, dans les relations tchado-françaises, les piliers de ces relations, c'est la coopération militaire
française, donc défense et sécurité. Or, on a l'impression de manière unilatérale, et selon M. Macron, il y a eu un consensus, il y a eu une consultation à la base. Or, quand vous entendez Jean-Marie Bockel, conseiller spécial de Macron, qui était venu en Djamena, qui a rencontré Mohamed Idriss Déby, et au sortir de cette audience, avait dit que, en fait, en ce qui concerne le Tchad, la France ne bougera pas les militaires français. Pourquoi? Parce qu'on estime que le Tchad est un pays, c'est un îlot de paix, et cet îlot de paix mérite. Oui, les a eu pas voilà. Et donc, Ce gamme jeu, justement, en symbolique, qu'est-ce que ça renvoie cette prise par surprise, justement, cette fin des accords militaires? Alors, du point de vue, dans le grand public, forcément c'est populaire parce que c'est une souveraineté en fait de la sécurité du Tchad. On l'a vu parce que on l'a vu au Sénégal, on avait avec les membres de l'État de l'AES, donc du coup, du point de vue public, c'est très populaire auprès de la population, aussi auprès des jeunes, de rompre ces liens. On a parlé de l'économie, de la culture, là c'est la sécurité, le militaire, avec l'ancienne colonie qui est la France. Ensuite, on doit se poser les questions, pourquoi maintenant? Pourquoi, à quelle fin? Est-ce que c'est vraiment pour la souveraineté en fait de l'Afrique? C'est la bonne question du Tchad. C'est la bonne question qu'on doit se poser. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir en fait faire autre chose? C'est une bonne question dont on doit se poser. Je vais compléter. Oui, vous avez souligné, quand on a parlé de souveraineté, vous avez mentionné souveraineté de façade. Justement, souveraineté. C'est un retour à la souveraineté qui répond à un agenda politique, Makaïla? Et l'agenda politique, c'est celui de M. Mohamed Idriss Déby. L'agenda politique, c'est qu'en fait, cette souveraineté telle qu'elle conçue et telle qu'elle est présentée par le régime tchadien, c'est une souveraineté à géométrie variable, ce Kaina. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, depuis toujours, on a l'impression que le terme souveraineté est utilisé à des fins personnelles et politiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, M. Mohamed Idriss Déby, qui à un moment donné pense que la France est en train de vouloir déstabiliser son régime, et donc dans sa conception de vouloir varier effectivement son partenariat, donc ça explique un peu le voyage à Moscou en janvier 2024. Il a surpris tout le monde, surpris les représentants diplomatiques au Tchad, l'Union africaine, l'Union européenne, les ambassades des États-Unis, l'ambassade de France qui était présente au Tchad étaient surprises. Ils ont appris que les présidents tchadiens s'étaient rendus à Moscou. Et dans un contexte où vous savez très bien, l'AES a été créée, et donc ça a été une panique générale dans les institutions internationales basées au Tchad. Ça, c'est la première approche. Maintenant, c'est que tout le monde a été surpris au moment où M. Mohamed Idriss Déby a fait un mois à Paris, il rentre en Djamena, un mois après, il décide de la rupture alors que cette rupture de coopération militaire n'adhère pas. En fait, ça s'est passé sans consultation à la base des populations tchadiennes. Si aujourd'hui vous demandez les Tchadiens, est-ce que vous êtes pour prendre, beaucoup de Tchadiens vont dire non, on était surpris des vitesses. La preuve, c'est que des manifestations anti-France, ou bien des manifestations de soutien ont été organisées visant à montrer à la face du monde que ces décisions avaient en fait une démarche populaire. Il y avait peu de personnes qui étaient sorties dans la ville, dans le rue de N'Djamena et dans certaines villes du pays pour dire qu'ils étaient pour le départ des troupes françaises. Donc du coup, c'est une souveraineté à géométrie variable, c'est une souveraineté qui, de notre point de vue, est défaçable. Pour les observateurs les observateurs privilégiés et avertis, c'est que M. Mohamed Idriss Déby, dans les cadres effectivement de son choix stratégique, militaire, etc., pense peut-être s'orienter vers d'autres pays. Je pense à la Turquie, je pense à la Russie, je pense aussi à la Hongrie, qui pour lui peuvent effectivement... Or, aujourd'hui, la France est prise entre deux feux. Entre le feu d'une opinion politique tchadienne critique et le feu du régime en place qu'elle a toujours soutenu, qui est maintenu au pouvoir, qui ne l'accepte plus. Donc aujourd'hui, nous pensons que Paris tirera toutes les conséquences de son ingérence multiforme dans les relations tchadiennes, notamment dans les affaires internes du Tchad, en soutenant un homme, pas en soutenant un peuple, parce que le peuple tchadien, dans sa globalité, a toujours demandé à la France de faire le choix d'un peuple. En fait, le peuple est éternel et le pays est éternel. Or, on a l'impression que la France, depuis toujours, à travers le conseil occulte de tous les régimes de tous les pouvoirs successifs, depuis en fait Mitterrand, en passant par Jacques Chirac. Là, ce pouvoir, une personne qu'elle aurait choisi. Justement. Ce que vous dites. Donc, on est dans une situation souterraine extrêmement grave en ce qui concerne le Tchad. Et là, c'est un saut dans l'inconnu. L'armée française est partie, mais le peuple tchadien est installé dans une psychose généralisée et dans une panique
On va parler justement des alternatives, on va parler des répercussions économiques et sécuritaires. On va revenir d'abord sur le thème de souveraineté qui a été employé par Mahamat Idriss Déby. C'était lors de la cérémonie. Il a également affirmé que le Tchad avait grandi. Je vous propose de regarder un extrait, on revient dans un instant. La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de luttes, des sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée. Mes sincères remerciements s'adressent également à la partie française pour avoir promptement collaboré dans le calme, le respect et la sérénité dans la mise en application de cette décision conformément à notre volonté et dans le délai accordé. On l'a entendu, il y a eu le mot souveraineté qui a été employé, il y a le mot de cadre apaisé, il y a un petit temps de remerciement auprès de la France. Quelle lecture vous faites, Cédric Amjeu, de cette déclaration? Alors, je pense que la déclaration était claire. Il a utilisé un mot fort qui est très répandu en ce moment, sonorité. Moi, je pense que le mot, il parle, en règle générale, c'est un mot qui parle des pays de l'AES et du Sénégal, surtout en fait du parti politique PASTEF qui a mis la souveraineté depuis des années au cœur de son programme politique. Je pense que effectivement les faits sont là, les actes sont là, les soldats français ont mis en fait la base aux troupes tchadiennes. Maintenant, ce qu'on doit se poser, c'est que comme question, c'est que ce soit on va dire une volonté une stratégie ou pas. Je pense que tous nos décideurs doivent changer de paradigme. Aujourd'hui, les bases militaires, on n'en a plus au Tchad, il y en a encore à Djibouti, au Gabon. Et je pense qu'on doit profiter de ce vent pour pouvoir changer de paradigme et pour pouvoir mettre en place des armées souveraines. Et effectivement, la souveraineté est un mot fort, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos pays sont entièrement souverains. Bon, du point de vue militaire, ça tend à l'être, mais comme l'a dit dans la première vidéo, il y a 4 piliers. Il y a le culturel, l'économie, le géopolitique et le militaire. Aujourd'hui, le militaire est en train d'être résolu. L'économie, on a encore du chemin à faire. Le culturel encore est en train d'être résolu en même temps que le militaire, mais aussi avec les réseaux sociaux, la prise de conscience de la jeunesse africaine et la réelle géopolitique, ça dépend des décideurs. Donc effectivement, j'espère qu'on va attendre cette souveraineté. Moi, je pense que Madame Soukaina, en fait, la souveraineté, elle devait être totale. Souveraineté militaire, alimentaire et souveraineté sécuritaire. Or, on a l'impression pour le cas du Tchad. Voilà à peine le 31 janvier, oui. Le départ des troupes françaises est acté. Voilà, 48 heures après, on entend parler que les Turcs vont prendre la base d'Abéché. La base d'Abéché, c'est à l'est du Tchad. Il y a la base de Faye et l'argent qui a été évacuée. La base d'Abéché a été évacuée. Et la dernière base à être évacuée, c'est la base de Jean-Charles Agib Kossé de N'Djamena. Et donc, pour nous, c'est que vous parlez souveraineté, la aide devait être totale. C'est-à-dire que vous n'allez pas recourir effectivement à l'installation d'une nouvelle base étrangère dans votre pays. Or, les ministres des Affaires étrangères du Tchad, ainsi que le président de la République, avaient clamé haut et fort qu'ils ne sont pas dans la logique de remplacer un maître par un autre maître. Ça veut dire qu'en fait, on arrête effectivement avec la France, mais on assume totalement notre souveraineté sans pour autant aller amener un autre partenaire, donc fut-il la Russie, la Turquie, la Hongrie. Mais dans ces cas d'espèce, on a l'impression qu'on a voulu juste dépasser les Français. Et là, la France, comme nous l'avons toujours pas défendu, nous ne l'avons jamais défendu. Depuis toujours, on a été critique par rapport à sa politique étrangère, tchadienne et même la politique africaine, par des voies des associations de la société civile, que ce soit au Tchad ici en France ou bien même au Tchad. Maintenant, nous pensons que dans cette optique, dans cette démarche, M. Mahamat Idriss Déby et son régime souhaiteraient tout simplement pérenniser leur pouvoir loin des regards extérieurs, c'est-à-dire loin des regards des puissances occidentales qui, de mon point de vue, peuvent être aussi exigeantes sur le volet droits de l'homme, sur le volet état de droit, sur le volet démocratie. Et là, ce sont des exigences de l'Union européenne et donc du camp occidental en général. Mais aujourd'hui, le camp occidental en général est remis en cause par rapport effectivement à l'échec successif sur le Mali, sur le Burkina, sur le Sahel en général. Donc le camp occidental a pris un coup parce qu'en fait, le pays de l'Est et les pays d'Afrique de l'Ouest en général reprochent au camp occidental à travers l'armée française qui était intervenue
en 2011, 2012 jusqu'en 2021 et que les résultats qui ont été sur place ont été critiques mitigées du point de vue des Bamako, des Dakar, des Bamako, Ouaga et Niamey. Maintenant, c'est que nous pensons que pour ce qui concerne le Tchad, le régime tchadien est peut-être dans une logique d'imitation, dans une logique de suivi. En général. En règle générale, c'est qu'ils disent, écoutez, si les Nigériens, si les Maliens, si les Burkinabés se sont débarrassés de l'armée française, nous aussi on peut se débarrasser de l'armée française. Mais le problème du Tchad, la particularité, c'est que le régime lui-même n'est pas un régime populaire. C'est un régime qui souffre d'un déficit démocratique, un régime qui ne peut pas effectivement avoir une adhésion populaire. On rappelle quand même que le départ des troupes françaises s'est fait de façon différente entre justement le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont été forcés. Et on s'interroge justement sur les rapports de force qu'il y avait juste avant ce retrait. Oui. On l'a entendu dans la bouche de Mahamat Idriss Déby, le mot apaisé. Est-ce que finalement le Tchad il avait véritablement le contrôle de la présence militaire française avant cette décision ? Je vais juste revenir sur le mot, sur le remerciement, parce que vous avez évoqué, fait allusion une démarche apaisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez remarqué, et Soukaina, vous avez su le dire, à Niamey, en fait, M. Sylvain Ité, qui est l'ambassadeur de France à Niamey, a eu des rapports difficiles avec la junte qui était au pouvoir. Donc, il y avait des manifestations allant jusqu'à même brûler l'ambassade de France à Niamey. Par contre, pour le cas du Tchad, depuis la rupture, la partie française était dans une logique coopérative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu aller dans une escalade verbale avec les autorités tchadiennes. Et quand vous une démarche de dialogue jusqu'à l'évacuation totale. Et donc la démarche elle est apaisée. Maintenant pour ainsi conserver votre question, c'est que nous pensons que la situation n'est pas identique. Pour le cas de l'AES, c'est que les gens sont partis du constat que l'armée française a échoué littéralement, mais pour le cas du Tchad, l'armée française a été toujours le soutien et l'appui total du régime en place. Et donc subitement, on assiste à une rupture. Surtout que l'armée tchadienne, en fait, c'était le cœur en fait, dans le Sahel. Après, ils ont déménagé en fait, au Tchad. C'est ça. De Niamey, oui. À Niamey, oui, exactement. De Niamey vers le Tchad. De Niamey, oui, exactement. De Niamey vers le Tchad pour pouvoir en fait opérer dans la région. C'est ça. Et effectivement, les contextes sont un peu différents. Et je pense que, oui, les contextes sont clairement différents. Et je pense que c'est aussi dans une stratégie d'acquérir, de mettre en place une sorte de popularisme, de fonds populaires auprès du public, que le président s'est dit que, ok, on veut être souverain. Il y a une volonté de se repositionner sur la scène stratégique, sur la scène africaine, internationale. Géostratégique et sur un discours panafricaniste aussi. Hein. Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, le panafricanisme émerge d'une manière vraiment imprévisible. Aujourd'hui, avec des voix comme celle de Mme Naftali-Yam, comme celle de Kémy Séba, et que des autorités africaines aussi, comme celle du Mali, du Burkina et du Niger, on pensait que si on surfe autour du panafricanisme, on fait adhérer effectivement le peuple. Dans ce cas d'espèce, M. Mahamat Idriss Déby, dans sa démarche d'imitation, pense qu'en sachant les Français aura une légitimité, et surtout que cette légitimité, entre guillemets, il était mal élu. Il a accédé au pouvoir de manière la plus désastreuse et il s'est maintenu au pouvoir contre la volonté de son peuple avec le soutien notamment des Paris. Et ce cas-là, je voudrais vous dire, quand on était en France et quand je suis même parti au Tchad pour être conseiller aux droits de l'homme, on a eu toujours, en étant opposant journaliste en exil, on a toujours eu des rapports difficiles avec les autorités françaises, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Assemblée nationale. L'opposition en général africaine, hostile à des régimes impopulaires, n'a pas eu le soutien de la France et des officiers français, des médias français, parce qu'en fait les médias sont hermétiquement fermés aux opposants qui devaient vraiment faire passer leur message. Et tout ça, en fait, ça montre que la France-Afrique a eu des tentations diplomatiques, médiatiques et politiques. Dans ces cas de figure, ça ne peut qu'étouffer toute voie de contestation interne, et donc ça peut que allonger sinon le pouvoir impopulaire dans des régimes qui sont vraiment répressifs, des régimes qui n'acceptent en aucun cas de figure qu'il y ait des manifestations pacifiques, qu'il y ait des voies d'alternance, qu'il y ait effectivement une société civile organisée, mobilisée, qui puisse dénoncer effectivement les dérives les plus autocratiques. On va poursuivre dans un instant et essayer de comprendre un petit peu les alternatives pour le Tchad en matière de sécurité et de défense. On prend une courte pause sur Vox Live et on revient dans un instant.
Merci d'être avec nous. Le débat se poursuit. Tchad, les soldats français sont partis, c'est le thème du jour. Pour comprendre un petit peu où se situe le Tchad, on l'a évoqué en début d'émission, c'est un pays qui a plusieurs frontières et qui est au centre de plusieurs tensions, dont voilà, une région sous tension. Il y a les frontières avec la Libye, la Centrafrique, le Soudan, et il y a une menace effectivement terroriste persistante dans la région sahélienne. Comment le Tchad, justement, appuyer sa sécurité, comment va-t-il assurer du moins sa sécurité militaire aujourd'hui sans l'appui français? Est-ce que l'appui français avait un véritable apport? On parlait tout à l'heure du cas de la Turquie, de la Hongrie. Quelles hypothèses aujourd'hui? De ma lecture, je pense que c'est vrai que les soldats français ont quitté le sol tchadien, mais en fait, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai suivi, avec les différentes autorités, surtout les hauts officiers tchadiens et français, il y aura quand même une certaine forme de continuité dans un certain sens. C'est-à-dire, je m'explique, au niveau de l'entraînement des forces, au niveau de la formation des forces, et surtout au niveau de certaines opérations conjointes. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt une coopération sur le training, sur la formation et sur quelques opérations. Là, c'est là où en fait, peut-être les opérations au sol, la présence physique française ne sera plus existante, mais il y aura toujours certaines expertises françaises qui pourraient être peut-être sollicitées par les autorités tchadiennes. Maintenant, du discours et du mouvement de départ ou bien du mouvement ou bien des décisions du président Mahamat, on voit qu'il y a une tendance à diversifier ses partenaires militaires. On a parlé tout à l'heure de la Russie, de la Turquie. La Turquie qui est quand même un partenaire qui alimente certains pays comme en Afrique de l'Ouest avec des drones. Donc oui, ou encore la Russie dont on connaît bien le rapport avec l'armée Wagner. Donc du coup, oui, il y aura forcément une diversification si il tend vers une diversification de partenaires pour la sécurité. Mais l'autre option, si elle est plus logique et si elle va dans le bon sens de ce qu'il a dit dans son discours, son dernier discours, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que laisser l'armée tchadienne décider d'opérer seule, de manière indépendante, lui donner tous les moyens. Justement, il faudrait qu'il donne tous les moyens. Déjà, de base, historiquement, l'armée tchadienne, c'est l'armée la plus forte de l'Afrique centrale. Je pense que déjà, elle est la plus forte. Si elle donne... Et bien, par contre, elle est sur plusieurs on va dire plusieurs points d'alerte, et elle est sur plusieurs fronts, c'est le mot exact. Et donc, il faut lui donner les moyens, s'ils ont les moyens de pouvoir en fait aider l'armée tchadienne pour pouvoir livrer différents combats. Sans oublier l'agent de développement, parce que dans le budget de l'État, il y a la partie, bien sûr, que ce soit défense, mais la partie aussi développement qui contient l'éducation, l'industrie, l'économie et autres. C'est cela que ce seront les différents, disons, les différents enjeux à l'avenir de l'équipe tchadienne. Justement, si la puissance de feu de l'armée tchadienne n'est fait l'objet d'aucun doute, on peut dire tout à fait que l'armée tchadienne peut relever les défis sécuritaires au Tchad et dans la sous-région. Sauf que l'armée tchadienne, dans sa composition actuelle, là, pose problème, parce que c'est la même armée, Madame Soukaina, qui était à l'origine, effectivement, de la répression des événements du 20 octobre. Et donc, une armée répressive, une armée qui, effectivement, n'est pas républicaine, n'est pas nationale. Dans ces cas de figure, est-ce qu'on ne s'attend pas, effectivement, à des dérives, notamment, vous savez très bien, en 2013, quand l'armée tchadienne était intervenue au Mali, il y a eu des exactions qui ont été commises à l'encontre des femmes Touareg. Et une plainte a été déposée par... Donc nous craignons, effectivement, que dans sa composition actuelle, que l'armée tchadienne, qui puisse peut-être dans le cadre, effectivement, de relever les défis de sécurité, puisse avoir des abus. Il y a eu récemment des attaques au lac Tchad. Et vous l'avez su dans votre truc, c'est que les Tchad est en conflit entre le Nigeria, le Niger, et qui n'exclut pas, effectivement, la présence des groupes terroristes comme le Boko Haram, supposé. Donc, du coup, l'armée tchadienne peut, dans sa logique effectivement de conquête ou bien de répression, peut effectivement faire des dérives à l'encontre des populations civiles. Et donc, l'armée française qui était là, vous avez bien le dire, était là dans un cadre de coopération militaire avec des formations des officiers tchadiens, etc. Maintenant, l'armée tchadienne va certainement diversifier ses relations et sa coopération militaire avec des pays que vous l'avez cité pour ne pas en revenir, qui eux-mêmes, qui sont plutôt obnubilés par les richesses internes du Tchad, c'est-à-dire le Tchad, la partie nord du Tchad,
regorge de l'or, regorge effectivement des gisements énormes. Est-ce qu'il n'y a pas des velléités visant effectivement à contrôler tout cet aspect, tout cet espace immensement riche, mais dans l'intérêt de consolider un pouvoir? Et dans ces cas de figure, est-ce que l'armée tchadienne va-t-elle être utilisée comme toujours pour une armée qui maintient un pouvoir impopulaire, mais au détriment effectivement d'une alternance démocratique? Donc tous ces éléments d'appréciation, moi, m'amènent à réfléchir que dans ce départ de l'armée française, ça ouvre effectivement ça tourne une autre page, celle effectivement de consolider un pouvoir avec des puissances étrangères qui malheureusement ne vont pas contribuer à un ancrage démocratique. Lesquelles? La Russie, la Turquie, la Chine et la Hongrie, qui, de mon point de vue, ne peuvent pas être d'exemple. Moi, j'ai toujours critiqué effectivement la présence de la France au Tchad et à travers son armée, sauf que, en fait, la France, bien qu'on la critique aujourd'hui, elle laisse un vide. Le vide, c'est que beaucoup de personnes travaillent avec les militaires français, que ce soit à Faye-Largeau, que ce soit à Béché, que ce soit à N'Djamena, se sont retrouvés sans emploi. Et là, est-ce que l'État tchadien, tel qu'on le connaît, qui a clochardisé déjà l'armée, qui a abandonné, qui a créé, qui a l'origine du chômage massif de jeunes, qui a l'origine effectivement d'une précarisation et d'une inégalité sociale, est-ce que ces pouvoirs peuvent-ils prendre en charge les personnes déjà abandonnées par les départs des troupes françaises? Quelle compensation, justement, vous soulignez un point très important, celui des emplois qui étaient générés par la présence française au Tchad. Aujourd'hui, comment est-ce que l'État tchadien il peut et il compte compenser les pertes et quel impact justement ce départ va avoir? Je complète et puis alors, sur cet aspect, vous savez, avant le départ des troupes françaises, l'armée française et la France notamment a pris le courage à indemniser déjà les travailleurs avec lesquels ils travaillent. Et donc, vous savez, en fait, la présence de l'armée française, que ce soit à N'Djamena ou bien à Béché, avait généré des activités pour ces personnes-là. Aujourd'hui, ces personnes, quand vous les entendez, elles crient effectivement, on va être abandonné. Il y a eu une AG des travailleurs des bases militaires françaises qui a eu lieu avant-hier à N'Djamena, à la bourse du travail à N'Djamena, pour réfléchir comment l'État tchadien et sachant bien entendu pour remédier à leur situation. Or, l'État tchadien, s'il est absent sur le volet social, s'il est absent sur le volet de la lutte contre le chômage, est-ce que cet État-là peut-il prendre en charge des personnes abandonnées par les départs des troupes françaises, étant donné que le constat est alarmant sur tout le volet? C'est pourquoi moi je m'interroge, ces gens ne vont pas venir grossir les rangs déjà de chômeurs que nous connaissons dans le pays. Oui. Cédric, la question c'était... En tant que perte économique, est-ce qu'on a une idée déjà de ce que ça représente et quelle compensation l'État pourrait-il mettre en place pour l'État tchadien Comment est-ce qu'il compte compenser justement les pertes liées à la présence en termes d'économie en fait finalement, en termes de ce que ça générait en termes d'emploi? Je pense que le président, les décideurs et en général les ministres de l'économie peuvent mettre en place certains types de réformes pour pouvoir compenser ces pertes en général d'emploi. C'est du classique, c'est-à-dire que qui dit perte d'emploi, pour résoudre les pertes d'emploi, il faut en créer, ou bien il faut créer des entrepreneurs, ou bien il faut créer des entreprises qui créent ou qui emploient des personnes. Je pense que l'idéal, c'est classiquement mettre un peu de budget pour pouvoir en fait créer des banques qui financent des entrepreneurs, qui financent des jeunes ou bien qui financent des populations rurales pour pouvoir en fait pour qu'ils aient du travail en fait en général. Dans le cas des militaires, soit encore typiquement de leur reformer avec l'expertise française pour qu'ils réintègrent. Oui, parce que là, finalement, cette rupture, ce retrait des troupes françaises, il marque la fin d'une coopération militaire. Est-ce que, finalement, le nouveau partenariat pourrait prendre, le partenariat franco-tchadien, il pourrait prendre une forme économique ou diplomatique différente? Ok. Les conséquences économiques et diplomatiques peuvent être... Il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est que si on suit le discours du président Mahamat, il a parlé de souveraineté. Là, c'est la souveraineté militaire, mais n'oublions pas la souveraineté économique. Qui dit souveraineté économique dit mise en place des réformes de souveraineté économique. Donc, typiquement, premièrement, ça veut dire une diversification des partenaires, une plus grosse diversification des partenaires économiques autres que la France. Normalement, ça va être les pays émergents ou les pays en voie émergents asiatiques comme la Chine et autres. Ça va être des pays nord-occidentaux comme la Russie, la Hongrie, ça va être des pays aussi à la limite de l'Europe et de l'Asie comme la Turquie et autres.
pour pouvoir diversifier en fait justement les flux commerciaux entre ces différents pays, que ce soit au niveau des exportations et des importations. Donc forcément, en faisant cela, la part de la France va forcément faiblir, déjà économiquement. Malgré tout, aujourd'hui, la France reste le deuxième créancier du Tchad. En gros, le Tchad, celui qui détient le plus de la dette, en deuxième position, c'est la France. Donc, si on doit continuer à suivre cette logique, il faudrait que soit le président en fait diversifie justement ses créanciers, c'est-à-dire qu'il va toujours voir des partenaires qui donnent un peu du cash, pas forcément n'importe quel type d'organisme, soit en fait il met en place un plan de relance économique propre en mobilisant les ressources internes du pays. Je vais compléter. Je parle d'un fait historique, ce Kenya. Le fait historique, c'est que l'exploitation du pétrole tchadien en 2003, il y avait des personnes qui avaient des champs, qui avaient des manguiers qui étaient au sud du Tchad. Ces personnes, la Banque mondiale, les FMI, la Banque qui sont des partenaires, des institutions qui étaient censées être partenaires du Tchad dans le cadre de l'exploitation du pétrole, ces personnes, ces populations dans cette zone pétrolifère avaient perçu une somme, je ne sais pas, de 300 000 par personne. Mais 2 ans après, il n'y avait jamais eu un accompagnement, il n'y avait jamais une compensation financière. Et donc moi je me dis, si on transpose ces cas d'espèces au cas du départ des travaux français, ça veut dire que la situation va être identique. Et donc le sort de ces travailleurs dont vous avez évoqué, Mme Soukaina, c'est que ces cas vont se répéter et avec son corollaire de désolation sociale, de colonisation des familles, effectivement d'abandon effectivement des élèves, des familles, des parents d'élèves qui vont se retrouver sans emploi. Et donc les conséquences vont être des conséquences familiales, c'est-à-dire désescolarisation des enfants, désescolarisation effectivement des filles, mais également des risques réels même d'une dislocation des familles. Quelle serait la solution d'après vous? C'est pourquoi la solution, c'est qu'aujourd'hui, il faut interpeller maintenant le gouvernement tchadien, il faut que la société civile monte au créneau, il faut que les décideurs politiques de l'opposition montent au créneau, il faut que les partenaires du Tchad, l'Union européenne, l'FMI, la Banque mondiale, qui eux aussi, malheureusement, sont aussi les partenaires de la France. Et le départ de la France va, de mon point de vue, va entraîner d'autres conséquences à l'international. Conséquences conséquence, vous savez très bien que le FIDA, le Fonds de développement agricole, a déjà demandé au Tchad de rembourser un certain nombre de financements. Des dettes. Et moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, que les autres institutions comme l'FMI, la Banque mondiale, suivent le pas. Tourner le dos. Est-ce que le Tchad serait dans la capacité sachant bien entendu, pour vous compléter, sachant bien entendu que la France a été toujours l'intermédiaire entre le Tchad et ses institutions internationales. C'était la France qui, depuis toujours, avait plaidé la cause du Tchad auprès des instances internationales de la Banque mondiale. Donc nous craignons, pour la population tchadienne, nous craignons que la situation va se durcir dans les prochains mois, les prochains jours, parce qu'effectivement, dans sa logique, M. Mohamed Izzubi, d'aller vers les Émiratis, qui sont certainement financièrement riches, d'aller vers les Turcs, d'aller vers... Donc en fait, ça va plutôt renforcer une élite kleptomane, minoritaire qui kleptomane, au détriment d'une masse populaire précarisée. Et dans ces cas de figure, moi je crains quoi? Je crains effectivement des risques de dérapage, je crains des risques de conflits armés, des crains aussi des risques de contentieux et même des troubles sociaux dans le pays. Et donc nous pensons qu'effectivement la France part, un départ, un vide, certes nous ne la défendons pas non plus parce qu'en fait elle est aussi quelque part à l'origine effectivement de la pérennisation d'un régime complètement aux abois. Et maintenant c'est qu'elle doit être un acteur attentif. Mais dans les prochains jours, j'ai peur qu'effectivement des dérives autoritaires et d'autres conséquences, le Tchad... Moi, je prends de vue économique, je pense que les décideurs tchadiens, que ce soit le président, les membres de la société civile ou les opposants, doivent s'inspirer de ce qui se fait au Bénin et au Sénégal. Surtout au Sénégal, qui est à peu près on va dire le même profil que le Tchad, avec des ressources aussi en matière première, c'est-à-dire avec le pétrole, mais aussi en fait un sentiment de souveraineté, c'est-à-dire un même discours de souveraineté souhaité par le président. Sauf qu'au Sénégal, il y a un cadre démocratique. Oui. Sauf qu'au Sénégal, il y a une société civile forte. Sauf qu'au Sénégal, il y a une opposition organisée. Je suis d'accord avec vous, je parle de la partie économique. Voilà. Okay. Pas de la partie démocratique, du point de vue économique, parce que je pense d'abord il doit... c'est pour ça que j'ai globalisé tous les forces vives du Tchad, c'est-à-dire les opposants, les décideurs de la société civile, les décideurs actuels, le président, c'est de mettre les bonnes personnes au bon poste.
C'est un souhait, ouais. C'est ce qu'il faut faire parce que, par exemple, au Bénin, si on a mis le ministre Ouadani qui, depuis 10 ans, presque, non, 8 ans, fait du 6% de taux de croissance, inclusif cette fois. Donc, je pense qu'il doit analyser ce qui se passe dans les pays un peu en Afrique de l'Ouest, comme au Bénin ou bien comme récemment au Sénégal, qui a sa partie souveraineté, et se dire que s'il choisit les bonnes personnes, en fait, la jambe économique, ils peuvent s'en sortir. C'est-à-dire que mettre en place les réformes qu'il faut, utiliser les ressources internes en fait qu'il faut pour mettre en place ces réformes, etc. Maintenant, pour la jambe sécuritaire, c'est toujours en cours, c'est le sujet d'aujourd'hui et je pense que il doit continuer quand même à donner un peu des ressources à la main du Tchad pour pouvoir essayer, pour l'instant, essayer de maintenir la sécurité dans le pays. Si on s'intéresse au scénario justement pour la suite au Tchad, on l'a évoqué tout au long de l'émission, il y a eu différents pays qui ont amorcé une sortie progressive de l'influence française et diplomatique, avec des résultats variés selon les contextes. Donc on a le cas évidemment du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Finalement, quelles leçons le Tchad peut tirer de ces trois pays dans cette recomposition des relations avec la France ? Maintenant, ce que le Tchad est en train, de mon point de vue et d'après les informations que nous avons eues, ou bien qui nous parvient, c'est que le Tchad a amorcé effectivement un rapprochement avec ces pays dont vous avez cité. Aujourd'hui, on assiste à un oui ni non. Donc, c'est un ni qui est en fait flottant entre N'Djamena, Bamako, Dakar, Ouagadougou et j'aime bien Dakar et Niamey. Et donc moi je pense que ce flottement montre effectivement que l'AES n'accepte pas, cet ensemble n'accepte pas pour le moment le Tchad. Le Tchad doit-il s'inspirer, avoir son propre agenda, repenser comment effectivement gérer cette souveraineté dont il brandit pour décamper les troupes françaises. Mais non, il appartient aux Tchadiens de reconfigurer leur propre stratégie, d'assumer pleinement leur souveraineté sans tenir compte sans s'inspirer, sans mettre son destin. Et là, tel n'est pas le cas parce qu'effectivement, le Tchad, depuis toujours, a été quand même sous prévision de la communauté internationale, sous prévision des partenaires, dont la France, qui est un partenaire traditionnel, et les États-Unis s'ils font élargir un pays. Donc nous sommes dans une situation extrêmement délicate où même l'AES, là, dont on parle, moi je pense qu'ils ont actuellement des soucis énormes, des soucis au niveau économique. Ils ont quitté la CEDEAO, mais est-ce qu'ils sont capables effectivement d'assumer tout seul leur destin? Et donc nous ne sommes pas... C'est compliqué. C'est compliqué. Donc nous pensons que pour le cas du Tchad, c'est un choix stratégique personnel, impopulaire, solitaire, parce qu'en fait c'est un groupe d'individus, de personnes qui ont décidé, effectivement, à la place de 20 millions de populations tchadiennes, avec une rupture des relations avec la France. Tant mieux pour eux, et tant mieux aussi, effectivement, justement pour la souveraineté du Tchad. Sauf que si cela peut éviter aux Tchadiens de conséquences sociétales, sociales et politiques, nous saluons. Mais si ça peut engendrer d'autres conséquences, et encore une fois de plus, la responsabilité à qui? La responsabilité, effectivement, aussi à la France qui, depuis toujours, n'a pas eu une vision un peu globale, effectivement, d'échanger avec ses partenaires africains. Et c'est aujourd'hui, on est arrivé au constat où... On paye le prix aujourd'hui quand on voit le retrait justement, de ces pays-là. Le retrait successif et en cascade. En cascade. Et donc, ce retrait successif en cascade peut peut-être amener la France à reconsidérer. Et c'est vrai, M. Macron dit qu'il écoutait dans son discours devant les ambassades, disait que... 6 janvier. Et justement, on a le Nigeria, on a l'Angola, on a Djibouti. Mais écoutez, vous perdez beaucoup de pays, vous avez perdu du coup plusieurs pays au Sahel, et vous allez vraiment en fait se consoler, si je peux me permettre de dire, parce qu'on a diversifié nos relations avec l'Angola, le Nigeria, mais qui sont aussi des pays africains, qui ne dit pas que demain, ces gens aussi peuvent aussi lâcher la France. Moi, j'ai une analyse un peu biaisée, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains veulent rejoindre l'AES. On parle du Togo, qui a un souhait de rejoindre l'AES, le Tchad. Dès qu'on met le mot souveraineté, c'est comme s'il faudrait rejoindre l'AES. Quels sont les critères pour rejoindre l'AES? Il faut savoir quels sont les critères. Est-ce qu'il y a des critères de... je pense de base, sans connaître le fond, je pense que l'un des premiers critères, c'est quand même une forme mindset, c'est-à-dire que convergence vers la souveraineté de l'Afrique, en tout cas, le mot panafricanisme est important.
Est-ce qu'il y a des convergences économiques? Est-ce qu'il y a des convergences culturelles? Quels sont les critères pour intégrer l'AES? Bon, je pense que le Tchad, comme tu l'as dit, en fait, doit repenser son modèle, doit être maîtresse de son destin. Sur quel chantier, justement, le Tchad doit se lancer pour recouvrer, justement, cette indépendance et cette souveraineté totale, qu'elle soit militaire, économique ou politique? Il semble être, d'après le discours du président, le bon chemin. Ils ont parlé, en tout cas dans les discours, ils ont parlé de souveraineté. Ils ont mis en place... Est-ce que la souveraineté passe également par un cadre démocratique? Mais forcément, forcément. Faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Un économiste disait ça. Et donc, pour le cas du Tchad, il faut d'abord assainir l'espace civique et politique. Il faut d'abord que les cadres démocratiques soient un cadre inclusif. Or, on a l'impression que sous M. Mohamed Ezili, même s'il avait organisé un dialogue national inclusif auquel moi-même, qui suis ici sur ce plateau ayant participé, ces dialogues qui a abouti à des conclusions, des recommandations visant effectivement à assainir l'espace civique et politique, à garantir les droits de population, les droits de l'homme, etc. Les recommandations n'ont jamais été exécutées et donc ni vulgarisées sur l'ensemble des populations. Et donc le défi démocratique reste quand même un défi prégnant pour la population tchadienne et pour le régime en place. Deuxième défi, c'est le défi économique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises tchadiennes sont pratiquement scolarisées. Et donc, nous pensons que ces défis sont multiformes et multidimensionnels. Le régime tel que je le connais, tel qu'effectivement on a organisé des élections mal ficelées, les élections législatives, je vais parler, les élections présidentielles, les sénatoriales, bientôt. Tous ces éléments d'appréciation ne répondent pas aux standards démocratiques internationaux. Et dans ces cas d'espèce, il ne faut même pas espérer un jour que l'environnement économique pourrait peut-être être un environnement plutôt sain, inclusif, etc. Non, moi je pense que la situation va se complexifier si jamais l'État tchadien ne se débarrasse pas effectivement de cet art. Cet art, c'est le refus de démocratiser le Tchad. C'est le refus d'accepter et le refus d'inclusion de toutes les forces démocratiques du pays. C'est également le refus d'ouverture démocratique à l'ensemble des acteurs du pays. De toute façon, il a raison. L'économie et la politique sont les deux jambes d'une seule personne. Donc il faut que vraiment, si quelqu'un veut marcher, il faut qu'il ait ces deux jambes. Et aujourd'hui, on voit que les pays les plus stables, politiquement parlant, quand permettent d'avoir un cadre pour pouvoir mettre en place des réformes économiques et avancer. Donc effectivement, il faut qu'un cadre sain, politiquement parlant, au Tchad, pour pouvoir avoir un cadre économique pour pouvoir permettre le développement du pays. Merci Cédric Yamdji, on arrive déjà au terme de l'émission. Makaïla Ngebla, merci d'avoir participé également à cette émission. Tchad, les soldats français sont partis. Quelle lecture faites-vous de votre côté, chers téléspectateurs? N'hésitez pas à nous le dire dans la barre de commentaires sur nos différentes plateformes de diffusion. On se retrouve très vite, messieurs, pour un prochain numéro de Vox Live. Plaisir partagé. Merci.